Bienvenue dans Aimer et agir avec Rim. C'est un podcast dédié à, la, à la puissance qu'il y a à l'intérieur de nous, dans les deux dimensions de la vie, dans le fait d'aimer et d'agir. Je suis Rim Jebali, pour ceux qui passent par là pour la première fois. Je suis coach en développement de conscience, c'est-à-dire toutes les dimensions de l'humain, le corps, l'esprit, pour travailler particulièrement les trois connexions essentielles, la connexion à soi-même, la connexion à l'autre, puis la connexion à la vie, à Dieu, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Et je suis mentor pour les femmes ambitieuses qui veulent tout avoir, tout vivre, parce qu'elles savent qu'on n'est pas né dans cette époque par hasard, et surtout sans rien sacrifier, sans sacrifier leur bien-être, leur rythme féminin et leur paix. Et j'ai aujourd'hui l'immense joie d'être accompagnée avec Sihem. Vous la connaissez dans les appels découvertes. Et on va parler d'un sujet brûlant, super important. On va parler de nous. On va parler de la femme maghrébine. Même si on parle en français, parce qu'on est cette culture un peu hybride de plein de dérives de la Méditerranée, on va parler des femmes maghrébines, francophones, qui ont dû se construire dans la survie, dans la fuite vers le succès, qu'on pourrait appeler les guerrières, les lionnes, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui sont un peu fatiguées. On les croise dans les accompagnements, on les croise dans les appels découvertes. Et Sihem, tu te fais aussi la voix de leurs questions. Je te laisse te présenter si tu as envie, brièvement. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Rim pour ce moment. Effectivement, c'est un sujet qui revient souvent en fait. Pourquoi le thème d'aujourd'hui il est très intéressant, Rim? Parce qu'avec les personnes avec qui on travaille, euh, elles se qualifient toutes de femmes guerrières. Toutes. J'en ai pas une qui ne s'est pas qualifiée comme ça. Et en fait, ma question, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que ces femmes guerrières? Oui. Et quels sont les enjeux derrière? Et qu'est-ce qui fait qu'elles ont cette pensée-là, en tout cas, de guerre, de quelque chose de combatif, en fait? Ouais, c'est très vrai. Et on le porte limite comme un badge d'honneur, alors que c'est vraiment quelque chose qui nous fait du mal. Hein. Mmh. Je pense qu'on mène les guerres que nos mères, nos grands-mères n'ont pas pu mener. On est rentré dans des champs de travail, de réussite, de business, de carrière que nos aînés ont rêvé pour nous, même si certaines l'ont fait. Hein. Il y a des mamans qui sont quand même qui ont pu travailler, mais c'est pas la même chose. Pour nous, c'était il n'y a pas le choix. C'est ça qu'il faut faire comme vie. Tu vas mener une carrière jusqu'au bout avec beaucoup de brio et tu vas être bint ad-dar, tu vas être aussi une femme de maison, bien comme il faut. Et si la vie est une bagarre, bah, il faut que tu sois vainqueuse. Et on se voyait même pas vivre autrement, avec indolence, avec douceur, parce que de toute façon, le peu de degrés de liberté qu'on a, il fallait aller les arracher, il fallait toujours se battre avec le regard des autres. Le poids du regard communautaire, justement. Hein. Ouais, le poids du regard, de la petite communauté comme la grande communauté, Ouais. et, cette double injonction à la perfection à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, quelque chose de l'ordre de arrache ta place et ça sera pas facile pour toi. Tu parlais d'identité hybride. Est-ce que justement on peut mettre dans ce thème-là, est-ce qu'on peut mettre justement l'héritage et la culture, la spiritualité? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette identité hybride? Parce que beaucoup sont poussés par les valeurs culturelles, religieuses, mais on vit quand même en France, on vit quand même en Oui. Europe et avec l'Occident en fait. Oui, 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 on vit dans une double culture, mais je dirais que c'est pas une double culture, parce que, par exemple, moi je suis venue de Tunisie quand j'avais 17 ans, et je peux dire que j'ai la double culture. Je suis venue d'une culture 100% tunisienne, même si on a grandi avec les chaînes françaises et italiennes, et venue après en France. Mais quand je parle avec mes cousines qui ont grandi complètement en France,
elles sont une troisième culture, un hybride du moment du départ des parents de la Tunisie et de la France des années 2000, ce qui peut paraître comme étant un paradoxe, une femme qui a les codes de la modernité, mais la culture et les valeurs de 1960 ou 1970 de la Tunisie. Que la Tunisie, moi, 80, 90, 2000, où j'ai vécu, bah, elle a bougé, elle a fortement bougé. Donc il y a ce prisme-là, il y a le fait d'aller à l'école et de rencontrer le Père Noël. Je le vois avec mes enfants. Ils aiment beaucoup le Père Noël. Ils sont là en train de dire, est-ce qu'on peut pas avoir un petit sapin? On l'a tous secrètement voulu. Et en même temps, honorer le ramadan, honorer les traditions, honorer les valeurs maghrébines, parce qu'on les aime, parce que c'est nos plats, c'est nos gènes, c'est nos chants, c'est nos danses. Et ça fait aussi partie de notre fierté, de notre identité. On n'est pas venu de nulle part, on est venu d'une culture séculaire et très riche. Donc voilà, c'est ce mélange entre le passé, le présent, le contexte aussi culturel dans lequel les parents ont débarqué. Tous les parents ne sont pas venus de gaieté de cœur. Pour beaucoup, c'était carrément un arrachement. Et même ceux qui sont venus de gaieté de cœur, bah, ça laisse quand même une trace. C'est pas pour rien qu'on appelle ça zmegri, migration, l'ghorba. Ça porte un nom pas très joyeux, pas très agréable. Même si, voilà, on est jaloux de ceux qui sont partis parce qu'ils ont le confort, il y a quand même quelque chose. On est content que ce soit eux qui soient partis et pas les nôtres. Donc finalement, dans cette identité hybride, qu'est-ce que ça coûte psychologiquement à ces femmes? L'appartenance. L'appartenance, c'est je suis de quel côté de la Méditerranée, quel bout parle là tout de suite maintenant. L'algérienne, la marocaine, la tunisienne en moi, ou je sais pas, l'africaine tout court en moi qui parle, ou celle qui a grandi avec M6 et France 2 et voilà, et Arte. C'est qu'est-ce qui parle, quelle vie je veux avoir, qu'est-ce que je veux transmettre. C'est très très hybride et ça coûte l'appartenance, ça coûte la communauté. Nos parents ont grandi dans le clan, ont grandi dans des villages, ont grandi dans des familles où le père était là, l'oncle était au bout de la rue, la grand-mère était de l'autre côté peut-être du village ou de la ville. On pouvait retrouver un clan en une journée, en une fête religieuse, en un mariage. Aujourd'hui, il y a des familles, il faut prendre des avions pour les rencontrer. Il faut prendre le bateau pour les voir. Donc, il y a l'appartenance géographique. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des mammifères, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a l'appartenance au groupe. Et parfois, on est obligé de couper notre authenticité pour appartenir. Donc, parfois, on fait semblant de lisser bien les cheveux pour rentrer dans un clan de filles, de copines à la fac ou au lycée, et ainsi de suite. Donc voilà. Ça coûte l'appartenance, entre autres. Et ça coûte aussi de rentrer peut-être dans des espaces où je suis la seule femme maghrébine. Et ça pose des plafonds de verre invisibles quand on ne les voit pas. Quand on n'est pas une femme maghrébine, on ne les voit pas, ces plafonds de verre-là. On les voit que quand on vit on te fait des fois très bien savoir qu'il y a des espaces pour que tu les obtiennes, il faut que tu travailles 2 fois plus que les autres. Alors ça, tu touches du doigt quelque chose qui s'appelle le trauma. Ça, c'est du trauma. Le fait de porter en nous la honte de nos propres besoins, y compris le besoin de relationner, de séduire, d'aller d'une étape à l'autre de notre vie de femme, et de le vivre seul, d'être convaincu que le groupe ne peut pas nous soutenir là-dessus. Alors, dans certains cas, on peut avoir, ça se passe bien, on peut avoir une sœur, une copine, une cousine, une tante, si on a de la chance, qui peut nous accompagner là-dessus. Mais c'est rare, les relations mère-fille,
où on peut ouvrir notre cœur, encore moins les relations père-fille, où on peut ouvrir notre cœur et expliquer les choses. Moi, je me souviens, les rares conversations que j'ai eues avec mon père pendant l'adolescence, c'était les hommes sont des chiens. Et tu fais attention. Et le premier qui te regarde, il faut l'envoyer à la casse. J'étais là, j'ai des copines, ils ont des petits copains, mais je vais pas te le dire. Ouais, c'est ça. Comment on fait dans ces cas-là? C'est ça. Parce que, ok, moi je suis une fille sérieuse, ça sera pas mon cas, je vais attendre plus tard. Mais voilà. Et le problème, c'est ça marchait bien dans les clans où les parents s'occupaient de trouver un prétendant. Ça n'existe plus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc si elle rentre pas en vision, en communication, elle n'envoie pas des messages subtils, je suis disponible, je suis célibataire, je suis cute, à quelqu'un, bah, on reste là en train d'attendre. Surtout dans un endroit, dans un monde, dans une époque où les hommes ont aussi leur sensibilité au rejet et qu'ils n'osent pas aborder une femme qui est toute fermée, toute barricadée. Et les femmes ne comprennent pas à quel point bah, ça se voit de l'extérieur que tu es barricadée. Alors, bien sûr, il y en a, elles vont quand même parler, les réseaux, les applications de rencontres, les choses et tout, mais c'est toujours vécu comme c'est dommage, je ne devrais pas en arriver là, ou c'est dommage, je suis en train de faire une bêtise. Non, tu es en train d'utiliser les moyens. Bien sûr, tu vas emmener ton cadre, tu vas emmener le fait que je parle en vue de mariage, tu vas amener ton cadre, mais c'est légitime ce que tu fais. Et personne d'autre va le faire pour toi. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Si tu ne mets pas ton réseau organique, humain ou digital sur le coup, bah, on fonctionne comment, on fait comment. Mais tu parlais de cette double injonction à la femme qui est soit un bonhomme, et n'oublie pas que tu es une femme quand même. On appelle ça le mraounous, tu vois, la femme et demie, là. Et l'ennemi, là, il pèse lourd. Il pèse très, 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 très lourd. Parce que c'est une anomalie, il ne devrait pas être là. Donc, pour reprendre l'expression de Maraonos, Rim, c'est une expression qui me parle beaucoup parce que j'ai eu le droit, en tant que femme maghrébine, à plusieurs reprises. Et pour moi, c'était un badge. Hein, c'est ce que tu disais, c'était quelque chose de très, très valorisant. Le souci de ce badge-là, c'est que bah, finalement, il n'y a plus personne qui s'occupe de toi derrière, qui se soucie de toi. Oui, t'es le pilier de tout le monde. Et puis même à l'intérieur de nous, hein, y a vraiment un espace où on s'interdit notre humanité, on s'interdit de dépendre, hein, on s'interdit de recevoir de l'aide. On voit toujours les autres comme étant plus faibles ou plus fragiles ou plus méritants de recevoir une aide quelconque, où ils ont des circonstances atténuantes. Nous, les femmes fortes, les guerrières, on n'a que des circonstances aggravantes. Et je me souviens de chacune des clientes que j'ai accompagnées, là, d'une façon ou d'une autre, vivre un burn-out, enfin pas toutes ne sont pas dans le burn-out, mais celles qui ont vécu un burn-out, d'une façon ou d'une autre, il y avait toujours cette identité de pilier du groupe qui soulage les malades, qui prend soin de tout le monde, qui dépanne et tout. Mais le jour où elle a besoin d'aide, il n'y a plus personne. Et quand j'ai eu mon burn-out, je me souviens de quelqu'un me dire « T'étais la dernière personne à qui je pouvais imaginer que ça arrive. » Maintenant, avec le recul, je me dis « Non, j'étais en tête de liste parce que j'étais la mère de ma mère, le mari de ma mère, le banquier de ma grand-mère. Enfin, chaque fois que quelqu'un avait besoin de quelque chose, on se démenait pour lui trouver une solution. Et du coup, les autres, le jour où on tombe, ils ont l'impression que nos problèmes, pour que ça fasse tomber Rime, c'est que c'est insurmontable et il ne faut même pas y aller, quoi. C'est pas à leur portée. Alors que non, c'est toujours la même humanité. C'est toujours la même communauté et on a besoin de aussi s'autoriser, ça c'est un travail, hein, s'autoriser à être dans le lien en toute authenticité et d'écouter du coup nos besoins et nos ressources
Et le jour où l'autre me demande trop, ben, je peux dire, cette fois-ci, ça ne sera pas possible. Et le jour où moi, j'ai besoin, je peux dire, est-ce que je peux compter sur toi, sur ça ou ça. Et ça renforce le lien, parce qu'on aime encore plus ceux qui nous ont demandé quelque chose. Ça renforce vraiment plus le lien. Et ça permet de libérer ce poids de maraonos, hein, le nos, il pèse lourd. Le demi-humain supplémentaire qu'on se rajoute, là, il pèse très 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 lourd et parfois c'est un piège à l'eau dans lequel on tombe et c'est pas un badge, hein, pas un badge d'honneur, c'est un piège qui va manger un morceau de nous. Nos parents nous ont fait grandir comme nos hommes, comme des hommes. Oui. D'accord. Mais tout en nous rappelant, quand on prenait cette posture d'homme, tout en nous rappelant que, attention, t'es une fille. Pas un homme. Oui. Voilà, t'es pas un homme. Oui, c'est cette double injonction. Alors, on nous a préparés pour être des hommes parce que de toute façon, c'est une évidence que le monde a été créé par les hommes pour les hommes. Hein, le développement industriel, le travail dans les bureaux, l'éducation. Hein, les premiers à aller à l'école, c'était les garçons. Hein, les femmes sont venues à l'école après. Donc déjà, on vit la vie d'un homme dans le corps d'une femme. On rentre dans les espaces des hommes. Et on a besoin limite de parler leur code, d'adopter leur code mieux qu'eux pour remercier l'opportunité de rentrer dans ces espaces-là. Ça, c'était les pionnières. On n'est pas dans ces générations-là, mais on porte quand même en souvenir leur lutte. On sait ce que ça leur a coûté. Chaque fois qu'on rentre dans une entreprise, en tout cas moi j'étais en banque, je ne sais pas pareil si c'est pareil pour toi, mais à chaque fois que je rencontrais une dame d'une génération supérieure, elle me rappelait à quel point c'était difficile d'être la seule femme dans un groupe d'hommes. Il y a encore des endroits, des industries où c'est rare d'être une femme, même si c'est en train de se généraliser qu'il y ait des femmes partout. Mais il y a encore des espaces où tu peux être la seule femme. Et donc, tout de suite, laisser ta féminité derrière est un impératif. Hein, c'est logique. Et puis, sortir de la maison, c'est vécu un peu comme une espèce d'anomalie à laquelle il faut te préparer en étant forte. Si on te parle, tu te défends, tu te laisses pas faire, tu baisses la tête ou tu cours, ou tu réponds, ou ça dépend d'une famille à l'autre, comme les recours qu'on nous enseigne. Mais c'est clair c'est limite, on te prépare à... C'est la guerre urbaine, c'est la jungle urbaine. Et ma fille... tu y vas, il n'y a pas le choix. Mais voilà, prépare-toi à réussir dans un endroit d'homme. Voilà, il n'y a pas le choix. Et c'est cette notion de il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, j'ai accompagné une cliente il y a 2 ans, je me souviens très bien, elle dit j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie de travailler, j'ai qu'une envie, c'est de faire un gosse et rester à la maison. Et c'est inaudible pour ma famille. C'est inaudible pour mon mari, c'est inaudible. Et secrètement, je suis sûre qu'elle n'est pas la seule à rêver de ça, de voir ses enfants grandir, de vivre un rythme un peu plus cool pour elle, pour notre corps de femme, pour notre cycle de femme. Parce que c'est pas facile de se dire je vis la vie d'un homme dans le corps d'une femme. Ça laisse des traces, ça stresse notre corps. Même la prière, elle donne des pauses. Alors que le travail ne donne pas de pause. Tu n'as pas 5 jours par mois pour prendre soin de tes crampes. Bon, peut-être un jour nos filles vivront ça. Il y a la notion de... En plus, tu vas réussir dehors, mais tu vas être la gardienne des valeurs traditionnelles à la maison. Tu vas débarrasser, tu vas savoir faire à manger, tu vas faire la machine, tu vas aider maman comme une deuxième maman à la maison. Quand il y a des fratries, ça va de soi quand on va faire le ménage à la maison. Et c'est normal. Là où c'est pas normal, c'est d'en faire une affaire de genre. Parce que vivre dans un espace propre, c'est pas la charge d'un homme ou d'une femme, c'est la charge d'une personne propre. Vivre dans un espace cool, c'est la responsabilité d'une personne qui s'aime, qui s'honore. Le ménage, c'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de personne propre. J'essaye de le faire entendre à mes garçons, à ma fille. Parce que je sais que dans certaines familles, c'est pas encore gagné. Heureusement, ça s'améliore de plus en plus. Mais
Mais c'est pas encore gagné. Jusqu'à maintenant, encore, on dit que l'homme aide à la maison. Donc, voilà, il y a eu la bascule à un moment vers la modernité, mais on ne l'a pas ramené vers l'équité. Voilà. C'était toujours continue de materner le monde. T'es une deuxième maman pour être une femme parfaite. Je voudrais bien qu'on rebondisse aussi sur la famille, Rim. Oui. Pour la plupart, on est tous issus de parents migrants. Comme tu disais tout à l'heure, voulus ou forcés, hein, mais migrants quand même. Donc on sait qu'ils ont vécu des choses compliquées, donc on a un peu ce poids, cette responsabilité de les rendre fiers. Oui. Ils n'avaient pas eu à quitter tout ça pour rien, voilà, qu'on les rende fiers eux et qu'ils aient cette image de fierté aussi au pays quand ils y vont. Oui, on est l'image de nos parents, hein, on est la continuité de l'ego parental. Et là, on touche du doigt le trauma transgénérationnel. Le fait qu'une douleur subie dans une génération, si elle n'est pas guérie, si elle n'est pas libérée, elle est transmise à la génération d'après. Bon, heureusement, dans 6-7 générations, ça s'arrête, mais tu as d'office 4 générations qui vont en prendre plein la tête. Ce qui s'est passé dans toute l'humanité, les 2 derniers siècles, c'est pas anodin. L'éclatement des familles, l'éclatement des clans avec l'industrialisation, mais aussi les colonisations, les guerres d'indépendance, pour certains pays même des guerres nationales, enfin, guerre civile. Et on se retrouve avec nos ancêtres qui ont subi, nos parents qui essayent de survivre vers le matériel, en laissant de côté l'émotionnel, parce que il faut comprendre que la survie, c'est notre système nerveux autonome qui la décide. Hein. Et autonome, ça veut dire mon système nerveux ne me demande pas mon avis, ne me demande pas l'heure. Il est autonome, il ne me dit pas quel est le taux de cortisol que tu veux aujourd'hui, quel est le rythme auquel tu veux que je lâche l'adrénaline, si je digère aujourd'hui en 3 heures ou en 7. Il ne t'explique pas ça. Il détecte tout seul le niveau de sécurité et il s'ajuste à l'intérieur. Donc des parents qui ont vu leurs parents souffrir, galérer, vivre dans le manque. Mon grand-père me raconte encore des histoires où il avait peur, où il se cachait, où il s'est dépatouillé dans la neige parce qu'il ne connaissait pas trop bien. Et du coup, on sait que ça, c'est resté dans nos parents, c'est sûr, c'est certain. L'épigénétique est formelle. Et l'épigénétique, c'est la couche, c'est un peu une couche graisseuse au-dessus des gènes qui décide de quels sont les gènes qu'il faut activer ou désactiver selon l'environnement. Voilà. Et donc, on a créé un environnement moderne qui va vite, déconnecté de la nature, déconnecté du rythme du soleil, déconnecté de pas mal de choses. Et en plus, l'histoire personnelle, autant dire, c'est normal si ça va mal. Ce qui est extraordinaire, c'est le niveau, au contraire, de à quel point on va bien, en fait. Malgré tout ça. Donc, on a cette histoire familiale qui est axée vers la réussite matérielle. Et un toit sur la tête, remplis ton frigo, achète des jolis meubles, fais un beau mariage, fais des beaux enfants, et tu verras. La promesse du paradis sur terre, ça réglera tout seul, ton mal-être va disparaître. Tu va en vacances, mais ton système nerveux, il va sentir le changement de rythme en vacances, il va se détendre. Et tu rentres à la maison, et ça repart de plus belle. Change de travail, oui, pareil. Donc, on a les parents qui ont vécu des choses très, 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 très dures. Et d'ailleurs, s'ils n'ont pas pris le temps de les soigner, de les libérer, ça ressort dès qu'ils deviennent un tout petit peu plus âgés. On les voit retomber à l'âge émotionnel de leurs plus grandes blessures. Et on peut retrouver comme ça des mamas de 70 ans, des hajjas de 70 ans avec la sensibilité d'une gamine de 5 ans. On le voit partout.
un hajj de 75 ans ou 80 ans, une adolescent, une adolescence sur pied, la blessure du lien, qui est là en train de dire je veux une maman, je veux de nouveau une nouvelle maman. Et on l'assimile à une adolescence, mais c'est plutôt même plus jeune que ça. Donc on le vit, on a été parentifié, c'est-à-dire que l'enfant a constaté que pour garder le lien avec les parents, parce que si on fait le choix, comme dirait Gabor Maté, entre le lien et l'authenticité, on va aller vers le lien. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas mourir. Hein. Le bébé humain a besoin de plusieurs années pour se développer et devenir autonome. Donc si je constate que si je pleure pas, si je chouine pas, si je suis d'apporte de bonnes notes, si tout va bien, maman est contente, et qu'elle me donne un câlin ou qu'elle me fait le brir que je veux, ou je vais faire ça. Et petit à petit, on rentre dans ce rôle où on veut faire plaisir, et on est là en train de dire qu'est-ce qui pourrait faire le plus plaisir à ma mère, qu'est-ce qui pourrait faire le plus plaisir à mon père, et on grandit en sachant pas qui nous sommes du tout, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, et encore moins on est en train de vivre la vie rêvée de nos pères, la vie rêvée de nos mères. Alors il y a des bons côtés, mais il y a aussi des choses où on est là en train de dire mais si on m'avait laissé la place, peut-être que je serais devenue artiste. Si on m'avait laissé la place, peut-être que je serais devenue autre chose. Enfin, moi, je suis partie dans une carrière dictée par les chiffres, par la rentabilité, la banque. La sécurité, la rentabilité et les chiffres. C'est tout. Heureusement, j'étais douée pour l'humain, ça s'est bien placé. Ça s'est bien passé dans le côté de l'humain, mais le côté banque, système financier, je vivais ça comme un carcan, comme une prison. Dès le départ, mais je me suis laissée faire parce que, encore une fois, on a vu nos parents se sacrifier et subir l'âge adulte comme un bagne qu'il faut subir. On se rend compte du poids de la famille sur nos épaules, même des fois sans qu'ils le disent, on sait que le poids est là. On se retrouve devant souvent un conflit générationnel entre comment ils voyaient les choses et comment nous, maintenant, en France, on voit les choses. Finalement, à quel point on va se sacrifier pour rester dans leur... comment dire, pour rester bien vu, d'accord? Et est-ce que finalement, c'est pas une dette infinie? C'est une dette, en tout cas générationnelle, hein, si on ne la travaille pas. Et surtout, le plus urgent, c'est de trouver notre place dans la lignée. Parce que l'anomalie que tu pointes du doigt, c'est le fait qu'on soit devenus les parents de nos parents à un âge précoce. Et donc, on les voit de haut. Ma mère est fragile, mon père est fragile. Non. La mère porte la vie, donne la vie. Elle est extraordinairement forte. Le père, c'est pareil. Et l'homme qu'est mon père, il peut avoir des défauts. La femme qu'est ma mère, elle peut avoir des défauts. Et c'est pas la même chose. Oui. Et rien que de conscientiser ça, ça aide notre système à nous, nerveux, émotionnel, relationnel, à s'apaiser un peu. Et puis de retrouver notre place de petit. Bien sûr, je vais prendre soin de ma mère quand elle sera plus vieille, parce que c'est le cycle de la vie. Mais c'est toujours la posture de la petite qui prend soin de l'aîné. Et pas la posture de l'aîné qui prend soin d'une petite, alors que c'est génération inversée. Je ne sais plus qui a dit, les parents ont fait le contraire de leurs parents, pour la plupart. Et donc nous, on est dans une opposition à nos parents, on veut faire l'inverse, et du coup on fait pareil que nos grands-parents. Des fois c'est marrant. Je me retrouve à... Il y a aussi des choses que nos parents nous ont inculquées trop tôt. Et c'est maintenant que je me dis, ah mais mon père avait raison sur ce point, purée, il ne faut pas que je le dise. Ouais, mais il avait il avait dit ça, mais il l'avait dit à une gamine de 10 ans. Il l'avait dit à une gamine de 18 ans qui dit, ouais, qu'est-ce que t'en sais toi, hein? Et bien sûr, je ne l'ai pas osé verbaliser, je ne l'ai pas dit, j'ai le respect du père, mais il y a un petit coin, une petite gamine... capricieuse ou révoltée qui dit non, je ne vais pas t'écouter sur ce point. Et c'est après, on est là en train de dire il avait raison. Tu vois, 20 ans après, tu dis ah oui, il avait raison sur ce point.
Et ça rend la dynamique familiale très belle, très complexe, très douloureuse à la fois. Il y a de l'amour, il y a des obstacles à l'amour, il y a des chaises musicales où on n'a pas pris les places qui sont les nôtres. Et il y a aussi, c'est quelque chose que j'ai appris un peu les 2 dernières années, il y a aussi dans nos systèmes des douleurs, des non-dits qui finissent par être révélés tôt ou tard dans nos trajectoires, dans nos destins, parce qu'on fait partie d'un système même si on est loin. Il y a une intrication, il y a un lien invisible mais qui est là, au niveau des âmes, au niveau de l'énergie d'un clan. Il y a des choses qui s'opèrent, ou par exemple pour honorer le divorce d'un aîné, ou le célibat forcé d'un aîné, ou l'amour impossible d'un aîné, d'un aïeul, il va se passer des choses. Moi je le sais parce que dans beaucoup de mouvements de ma vie, c'est une fois que je fais la chose qu'on me dit « Oh mais on dirait ta grand-mère, oh mais on dirait ta grand-mère, mais ta grand-mère a fait comme ça aussi, ta grand-mère ». Et j'étais là « Mais cette grand-mère là, parlez-moi un peu d'elle parce que j'ai mes parents divorcés et donc je me suis coupée un grand morceau de ma famille paternelle. Mais parlez-moi de cette grand-mère, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'elle aussi a été coupée de ses parents, elle aussi, mais moi aussi j'étais coupée de ma mère quand j'étais bébé. Il y a des similitudes dans l'enchaînement d'une génération, peut-être pas sur l'autre, mais ça peut sauter parfois une génération. Et tu es là en train de dire « Ah oui, d'accord. Il y a des choses que le clan exige d'être vues, honorées et réparées. Sinon, la douleur sera transmise, qu'on le veuille ou non. » J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais maintenant, quand on sait que c'est là, on le voit partout. Ok, donc c'est des choses qu'on reproduit sans s'en rendre compte. Hein. Oui. Okay. Oui. On fait un élément d'un clan, c'est comme une toile d'araignée. Tu touches un coin et toute la toile réagit. Donc finalement, qu'est-ce qu'on transmet quand en nous-mêmes, il y a un conflit? Oh mais on transmet le conflit. Ok. D'où l'importance de faire ce travail. Et d'où... c'est un peu... les guerrières deviennent des briseuses de cycles. Hein, généralement, quand elles prennent conscience de leur place et de leur rôle, et pourquoi elles sont venues dans cette famille-là, à ce moment-là de la vie. On est celle qui a reçu le déluge, parce que c'est ça, le transgénérationnel. Hein, c'est arrêter un cheval en plein galop. Hein. On a reçu la force de ce qui vient d'en haut, et on est en train de faire barrage pour transmettre de l'amour et du courage et de l'authenticité à ceux qui viennent après, que ce soit nos nièces, nos enfants, nos petites cousines encore, enfin toutes les nouvelles générations. Et en faisant, en prenant conscience que ça coûte en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile de laisser le barrage nous traverser, de laisser le flux de la douleur nous traverser, de hurler sur les autres, de leur dire c'est ta responsabilité, mes émotions, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es machin. Et on le voit dans des interactions familiales. On le voit moi je le vois beaucoup dans la porte de l'école. Je vois des parents, je suis là en train de dire je peux te donner ma carte. J'ai quelque chose pour toi. Mais bon, je travaille qu'avec les personnes qui me cherchent, donc ça va. Si tu me cherches, j'espère que tu me trouveras, mais sache que voilà, c'est pas la douleur n'est pas un destin, c'est juste un point de départ. Et on peut changer c'est un signal. C'est un signal. Ouais. Okay. C'est un signal parce que tout, c'est comme un corps qui souffre. Le corps physique, quand il souffre, il nous envoie un signal. Là, il y a de la douleur. Travaille dessus. S'il te plaît, guéris-le. Donc, pareil. Les perturbations symbiotiques, on appelle ça. Les perturbations au niveau de nos relations, au niveau de nous-mêmes, notre connexion à nous-mêmes et à la vie, c'est vraiment quelque chose qui nous envoie un signal. S'il te plaît, fais quelque chose. Investis. Va en curiosité. Donc, de par ton expérience, il est possible de briser réellement ces cycles ou finalement on va juste les rendre plus confortables? Ah, c'est
Quelle belle question. Là, on touche du doigt les niveaux d'accompagnement, les niveaux de thérapie, les niveaux de conscience. L'humain est un être multidimensionnel. Une âme. Alors oui, est-ce que c'est possible de t'avancer un tout petit peu? Ouais. Elle répète sa question ou pas? Non, c'est bon, Ok. tu peux continuer. Quelle belle question. Là, on touche du doigt la nature humaine, qui est multidimensionnelle, qui est multiple. Et donc, il y a des niveaux d'accompagnement. La thérapie s'arrête à un moment, hein, parce que la thérapie te rend fonctionnel. C'est tout. Le but de la thérapie, c'est de te rendre fonctionnel. Fonctionnel ne veut pas dire épanoui, satisfait, capable de libérer le transgénérationnel, sauf si tu vas voir des personnes compétentes sur ces endroits-là. Il n'y a pas la psychoanthropologie du masculin, du féminin, l'énergétique, les niveaux de l'âme, hein, l'âme instigatrice du mal, l'âme critique et l'âme apaisée, et encore. Donc, quand on travaille un côté, ça aide. Tu es en burn-out, on va prendre soin de ton corps et puis basta, hein, tu redeviens fonctionnel. Si on t'aide après à comprendre les mécanismes, les reproductions, les loyautés familiales, voilà, le côté masculin, féminin à l'intérieur de toi, plein de niveaux qui font que, ah ok, d'accord, je suis là en paix et épanouie et j'irradie sur les autres et je dépasse. Est-ce que tout le monde va y arriver? Non. Pour être complètement sincère et honnête, non. Est-ce que ça veut dire que même quand on y arrive, on va y rester à fond toute la journée? Non, on serait des anges. Hein. Non, il y a un animal en nous qui cherche l'inconfort tôt ou tard, qui veut chercher à s'expanser, donc il va nous emmener, hein, à lancer des podcasts. La prochaine étape de développement, l'humain est comme ça. On va aller chercher des nouvelles conquêtes à l'intérieur de nous et des nouvelles des étapes de conscience et tout le monde ne va pas y arriver. Moi je dis, ces personnes sont là pour nous dire à quoi ça ressemble si on ne faisait pas le travail. Okay. Et je les honore, je les remercie d'exister, mais purée, qu'est-ce que j'ai pas envie de leur ressembler. Pas possible. Ces gens qui courent après la réussite sociale, en fait. Hein. Ces gens qui savent que ça va pas, ou qui sont même dans le déni, hein, parce que le déni est l'un des premiers mécanismes de l'ego. Non, mais c'est un truc de genre bobo, c'est un truc de gouaille, c'est un truc de tout ce que tu veux, là. On l'entend souvent. J'y crois pas à la dépression, j'y crois pas au burn-out. De quoi tu parles? C'est quoi le trauma? Non, mais on t'a pas fait la guerre non plus. Oui, mais mon grand-père, oui. Il y a les études qui le prouvent. Non, mais de quoi tu parles? Toi, t'es confortable. Dis hamdoulilah, et c'est le diable. Va faire une consultation chez les exorcistes. Mais c'est vrai. Et moi, je vois, c'est le terrain. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas avoir accès à une envie de changement parce que, d'une part, ils arrivent à faire en sorte que ce soit ceux qui les entourent qui sont responsables de leur bien-être. Okay. Beaucoup. Hein, je suis une victime perpétuelle et c'est votre faute si je ne suis pas bien. C'est la faute de mon ex et c'est la faute de l'ex d'après et c'est la faute de la terre entière. Des personnes qui sont dans le déni en disant de toute façon il n'y a pas le choix, il faut avancer. Hein, et puis des personnes qui n'ont pas rencontré les bonnes pratiques, les bons espaces. Donc en bout de chaîne on propose des médicaments. Hein. Et c'est un autre cycle de problèmes. Et voilà, donc est-ce que c'est disponible pour tout le monde? Je ne veux pas être pessimiste, mais voilà, les statistiques sont formelles. Il y aura des personnes qui passeront toute leur vie complètement inconscientes à leur potentiel, à leur puissance, à leur essence, à leur multidimension. Voilà. Mais je préfère envoyer plutôt le message que c'est disponible si tu cherches et que ça t'expanse à la fois dans ton amour
et dans tes actions en faisant moins. Hein, tu vas faire différemment, tu vas dépenser moins d'énergie et tu vas obtenir plus. C'est ça qui est kiffant. Mais ne restez pas dans le même espace 5 ans, c'est pas possible. J'ai entendu parler sur les réseaux l'autre jour, je scrollais, il y avait quelqu'un qui disait « Oh, je suis avec la même thérapeute depuis 5 ans. » Non, tu as dépassé la thérapeute. Cherche une autre. Même s'il faut, dans ton travail, il faut que tu sois supervisé, parce qu'en tant que coach, il faut une supervision, hein, ça fait partie de l'éthique du bon praticien. Bah, changer de type de coaching, changer de coach, ça fait du bien et ça permet de voir des morceaux de nous invisibles à l'autre. Chaque personne va nous aimer et nous voir différemment et nous révéler à nous-mêmes différemment. Parce qu'on a souvent des femmes comme ça, Rim, qui ont fait des thérapies et puis soit elles ont été déçues, soit finalement elles se sont confortées en se disant bon, bah, c'est tout ce que j'aurais. Et il leur manque ce déclic, elles savent qu'il y a quelque chose à travailler parce que c'est souvent dans les appels que je me pose la question, qu'est-ce qui cloche chez moi ? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Donc elles savent qu'il y a quelque chose, elles savent que la thérapie d'à côté a atteint ses limites, mais il y a encore cette résistance, ce truc de se dire, je vais peut-être essayer quelque chose. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si je l'ai assez dit ou révélé, mais moi j'ai fait de la thérapie basée sur la parole quasiment 6 ans avant de changer de méthode. Ça ne marche pas parce que ça n'inclut pas le système nerveux. Et si on a un certain type de trauma, le conscient et l'inconscient ont un espèce de mur invisible entre eux, un pare-feu, qui s'appelle l'amygdale, qui dit non, faut pas se rapprocher. Faut pas se rapprocher, faut pas venir voir. Et donc on a une loyauté à tous nos mécanismes de survie, nos béquilles, sauf arriver à un moment, la béquille arrive à sa limite, que ce soit une béquille émotionnelle, moi c'était l'hyperphagie, je mangeais mes émotions, ça passait mieux avec du chocolat. Voilà, les addictions, trop de travail, voilà, personnellement, je peux vite basculer dans une journée de travail de 18 heures sans voir le temps passer, et même en disant que c'était pas assez, de culpabiliser de quitter le bureau, c'est pas sain. C'est une cellule d'isolement confortable, mais c'est une cellule d'isolement, et encore une fois, on reste des êtres sociaux. Donc, toutes les personnes qui ont fait des années d'accompagnement, vous êtes les bienvenus, parce que vous êtes prêts pour travailler votre système nerveux, votre système familial, et l'équilibre entre le masculin et le féminin, ce qu'on fait dans l'harmonie homme-femme, par exemple, de comprendre que, ok, en tant que femme, il y a des moments où je suis blindée de testostérone, je suis le bonhomme, et il y a des moments où j'ai pas de testostérone. Donc pour continuer à avancer le bonhomme, il va y avoir de l'adrénaline. Donc peut-être je peux travailler en relation avec mon rythme, d'organiser, si j'ai une carrière, les réunions, les rendez-vous, les machins, d'une façon un peu plus harmonieuse. Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Hein. Mais en tout cas, prendre conscience de les variations de rythme et que j'ai pas la même sensibilité à la critique au même moment, hein, de début de cycle, milieu de cycle, fin de cycle. Il y a des choses qui sont variables et ça, la thérapie n'y peut rien. Il y a des choses aussi au niveau du système nerveux. Si mon corps est en mode survie, voire même en figement fonctionnel, c'est-à-dire je donne tout quand je suis obligée, quand ça dépend des autres, hein, quand la validation des autres en dépend, ou la vie des autres en dépend, ou la responsabilité vis-à-vis des autres est en jeu, je vais donner mon maximum, puis je vais rentrer, m'écrouler sur mon canapé, scroller pendant 4 heures et attendre de dormir. Ou espérer dormir, parce que je suis un bain d'adrénaline, et jusqu'à 2 heures du matin, moi c'était mon cas, jusqu'à 2 heures du matin, il y avait le syndrome de la chouette, j'attendais le sommeil. Donc, bon, je ne dirais pas que tous les thérapeutes ne savent pas ce que c'est qu'un système nerveux, mais pas autant qu'un expert, pas autant que quelqu'un qui a été formé là-dessus. Et j'ai la chance de faire partie de cela. Et de dire aujourd'hui, ton système, c'est lui qui décide de ton bien-être. Et quand on a 2 dimensions, l'humain et le spirituel, et quand l'humain et le spirituel, l'animal et le spirituel, et quand l'animal dans l'humain est en danger,
il éclipse le spirituel. Tu peux pas. Il y a beaucoup de femmes guerrières qui disent même sur Dieu je peux pas compter parce que je me sens loin, je me sens ceci, je me sens. Mais tu peux pas faire confiance dans ton corps. Il a l'impression d'être pisté par un lion. T'imagines, on dirait à quelqu'un qui est pisté par un lion. Va prier, fais bien tes ablutions. Attends 2 secondes. On va d'abord lui montrer qu'il n'y a plus de lion. Est-ce que tu peux donner des signes pour reconnaître quand ces personnes sont en mode survie comme ça? Parce qu'elles ne le savent pas. Elles savent juste qu'il faut y aller. Il y a un objectif, il faut y aller. Le reste, on verra plus tard. Oui. Qu'est-ce qui pourrait leur donner l'alerte en disant « Ah, finalement, je suis peut-être arrivée au bout ». Ah, quelle belle question. Les signaux d'alerte peuvent varier d'une personne à l'autre, mais je dirais qu'ils sont, premièrement, cette boucle dans la tête qui ne s'arrête pas. Ça, c'est la boucle. Véritablement, on a besoin de dire « Oh, ok, mon système nerveux est déréglé un petit peu là, j'ai besoin de prendre soin de moi. » La boucle n'est pas... C'est un symptôme très très fort, le wis-wes. Ouais, tu vois, par exemple, quand on n'arrive pas à rester sans s'occuper. On pose le téléphone, si là on voit que ça n'arrête pas de tourner... On n'arrive pas à ralentir, on n'arrive pas à se reposer, ça c'est aussi un autre symptôme où on a besoin de dire là, c'est pas normal. J'ai besoin de prendre soin de moi là. Hein. D'ailleurs, rien n'est normal, hein. J'aime pas le mot normal, mais des fois on l'utilise. Il y a aussi le symptôme de sentir en retard dans sa propre vie. La volatilité émotionnelle. Si je suis en colère, il me faut des heures, voire des jours, voire des mois pour revenir à un apaisement. J'emmène la discussion ou la dispute avec moi pendant des heures et des jours. Moi, c'était mon cas. Si quelqu'un me faisait une injustice, purée, toupie. Et j'allais tourner partout et appeler tout le monde et en parler partout. Voilà. Maintenant, je sais que ça n'a rien à voir avec moi. C'est la capacité de l'autre. C'est l'univers de l'autre. C'est le champ de l'autre. Je vérifie si j'ai pas fait quelque chose aussi qui aurait pu être interprété différemment, enfin, de mon intention initiale. Mais sinon, ça ne m'appartient pas. Et j'ai l'espace aussi de la colère, parce que des fois, les gens font. Vont aussi des bêtises, des rendez-vous manqués. Vont aussi des bêtises. Je sais, là, ça aurait été sympa de m'appeler. Mais, voilà, je sais que tu as beaucoup de symptômes de trauma qui ressemblent au TDAH, hein, le trouble de déficit de l'attention. Et c'est beaucoup plus facile de donner de la Ritaline que de dire c'est du trauma, va travailler sur ton trauma. Et voilà, cette fragmentation mentale, ça aussi c'est un symptôme. Voilà. J'ai souvent aussi des personnes qui me disent je suis fatiguée. La fatigue, oui. La fatigue, c'est plus de la dérégulation, plus. Là, on a vraiment besoin de prendre soin de notre corps parce que même la cellule est fatiguée. Hein. L'usine d'énergie du corps, la mitochondrie, on appelle ça, là, c'est fatigué. Le corps est en train à la fois d'appuyer sur l'accélérateur et le frein à main, et tu démarres comme une voiture, tu tournes en rond, tu avances lentement, doucement, hein. Trop peu, tu le vois par rapport à l'énergie que tu dépenses. Et bien sûr, ça finit par brûler tous les morceaux de la voiture et de la carcasse, enfin, tout le morceau, hein, toute l'ingénierie. Et donc, n'attendez pas ça, parce que sinon, après, ça sera le burn-out, c'est-à-dire brûler de l'intérieur vers l'extérieur, brûler de l'intérieur avec une façade qui est encore un tout petit peu tenable. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous là-dessus. Et sachez que on a l'âge émotionnel de nos blessures, d'attachement. Donc, c'est normal que parfois, dans ma vie, j'ai beau avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mes émotions, elles ont 2 ans, 5 ans, 7 ans. J'avais une dernière question pour toi, Rim. On parlait du poids de la famille, le fait qu'on nous pousse vers cette réussite sociale. Hein, finalement, on ne sait pas si on cherche à réussir pour nous ou pour notre famille. On se crée un peu cette cage dorée. Et ma question, en fait, elle est finalement, qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes libres matériellement restent psychologiquement ligotées? Parce qu'on ne voit pas la prison. On la voit que quand on la cherche. On la voit pas. Tu l'as dit, une prison dorée.
Je me suis réveillée quand j'ai fait mon burn-out, je me suis réveillée en disant « Je vis la vie de quelqu'un d'autre. » Ok, Rime, qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Ah ben je sais pas. Et l'étendue de ce gouffre dans lequel cette question m'a jetée, je ne sais pas ce que je veux. Ouais. C'est hyper effrayant en fait. Hein. Ouais. Je me souviens que tu m'avais posé cette question et la première question où tu m'avais fait bugger, qui est pourtant primaire, hein, j'ai envie de dire, c'est quand tu m'avais dit de quoi tu as besoin. Ouais. Et en fait, tu es tellement déconnecté, c'est que tu ne sais pas, déjà premièrement, c'est quoi que tu appelles un besoin Oui. et qu'est-ce que ça va m'apporter de plus en fait. On est tellement en fusion émotionnelle, hein, l'enmeshment on appelle ça en anglais, en fusion émotionnelle avec nos parents. Le sevrage, hein, l'allaitement, on se voit arrêter le sevrage, ou en tout cas les autres s'occupent de ça. Mais le sevrage émotionnel, on n'a pas arrêté. On l'a pas arrêté. On vient d'une culture où le clan fonctionne comme ça. Hein. On prend soin des uns des autres et on est fusionnels les uns des autres. Et du coup, là, on est là en train de dire « Ah, il y a un individu à l'intérieur de moi, processus d'individuation de Carl Jung, il y a un individu qui a des besoins et des envies, mais c'est égoïste. » C'est vrai, c'est exactement mais c'est ça. méchant. Non, c'est je prends soin de moi pour toi et tu prends soin de moi pour... tu prends soin de toi pour moi et on se rencontre comme ça en pleine kiffance. C'est quand même autrement plus savoureux, c'est généreux, c'est la chose la plus généreuse. Je trouve ce travail que j'ai fait pour moi, pour mes enfants, pour mon chéri, c'est le travail pour ma mère aussi, pour mon père, mais surtout pour moi, c'est le travail le plus généreux, ça s'est révélé être la chose la plus généreuse que j'ai jamais fait de ma vie. Et en plus, mes cousines, les amis, ma communauté voient que c'est possible. Et donc ça ouvre un champ des possibles à toutes les personnes qui passent par là. Et si tu passes par là, je t'invite à prendre rendez-vous toi aussi et de goûter à cette façon de vivre, à cette paix holistique, c'est-à-dire qui prend soin de tous les aspects de l'humain, le corps, l'âme, l'esprit et les émotions, le cœur, parce qu'on travaille aussi les compétences relationnelles et l'art de relationner, tout en étant aimante et aimée. Hein, c'est pas dans le sacrifice, on n'aime pas le sacrifice par ici. Donc si tu sens l'appel, je serai honorée de te retrouver dans les programmes ou dans l'accompagnement en tête-à-tête, et tu auras aussi la joie de découvrir Sihem dans les rendez-vous sur Zoom. Bienvenue à vous si vous venez, et merci infiniment si vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup Sihem de m'avoir accompagnée sur cet exercice. Je n'aurais pas rêvé meilleure compagnie. Merci. Merci à toi. Merci infiniment et à très vite.